Bonjour à tous. La destruction du second temple de Jérusalem en 70 poussa à l'exil de nombreux juifs qui se dispersèrent tout autour du bassin méditerranéen. Certains débarquèrent en Gaule, province conquise par Rome quelques années plus tôt, et s'établirent en vallée du Rhône, comme en témoignent divers vestiges retrouvés depuis. Ainsi débute l'histoire des Juifs en France. D'une relative prospérité sous les Carolingiens, elle retombera au moment des croisades, par des expulsions temporaires puis définitives du royaume de France vers l'an 1000. La fin du XVe siècle voit l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique. Un petit nombre, originaire du Portugal, s'installera sur Bordeaux et Bayonne. La Révolution française émancipera les Juifs de France, mais à la fin du XIXe siècle, à la promulgation de la laïcité, répondra un antisémitisme qui se déchaînera avec l'affaire Dreyfus et se poursuivra sous le régime de Vichy. Entre 1942 et 1944, 75 000 Juifs sont déportés. 2600 reviendront des camps. Parmi les déportés, 5300 judéo-espagnols, à qui la rédaction d'un mémorial pour leur rendre hommage a été prise fin 2009, édité en novembre 2016 et qui fait l'objet de cette émission. Et pour nous en parler, rejoignons tout de suite et en triplex et par Zoom à Nice. Tout d'abord Linda Louz, chanteuse séfarade, présidente de l'association Al-Ilandalouz pour la diffusion de la langue et de la culture judéo-espagnole, qui est à l'origine de cette émission, et, à Paris, Alain de Toledo, président de l'association Nuestros Desaparecidos, c'est-à-dire Nos Disparus, qui a coordonné la publication de cet ouvrage. Linda Louz, Alain de Toledo, bonjour. 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 Alors Linda Louz, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre association, l'objectif que vous poursuivez et vos moyens d'action ? Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, l'association a pour but de maintenir, de faire connaître et de développer tout ce qui touche à la culture séfarade judéo-hispanophone, par le biais de prestations musicales, poétiques et en général de toute forme d'expression, en établissant des passerelles entre les différents pays du pourtour méditerranéen. D'accord ? Des cultures du pays. Voilà. Si vous voulez, cette association a démarré par un intérêt énorme pour cette culture, suite à des rencontres avec des judéo-espagnols, face à la langue aussi, et par divers voyages qui ont été faits, et différentes interviews qu'on a mis en place pour collecter donc des souvenirs, des chansons, des histoires. Voilà. Alors, le judéo-espagnol, plus connu sous le vocable de ladino, est une langue judéo-romane dérivée du vieil castillan du XVe siècle et de l'hébreu. Elle est parlée aujourd'hui et préservée par un certain nombre de juifs séfarades, descendants des expulsés d'Espagne de 1492. Linda Louz, en dehors de l'Afrique du Nord, vous pouvez nous préciser dans quel pays la diaspora de juifs espagnols s'est établie et où le judéo-espagnol était parlé et enseigné, ceci avant la dernière guerre? D'accord. Alors, le mot enseigner, je vais le laisser de côté pour l'instant, mais plutôt où elle était parlée. Donc, où est-ce qu'ils sont partis d'abord en quittant l'Espagne? Donc, ils avaient deux possibilités. Soit ils se convertissaient au catholicisme, ils restaient comme ils pouvaient, soit ils partaient. Donc, les différents pays qui les ont accueillis sont essentiellement une partie vers l'Afrique du Nord, effectivement, comme vous avez dit, mais aussi vers tout ce qui est royaume de Sicile, et pour tout ce qui est le nord de la France, le sud de la France, c'est-à-dire le nord de l'Espagne, et aussi essentiellement, alors pour la plus grande, une grande majorité des personnes, vers l'ancien empire ottoman qui les a accueillis à bras ouverts. Donc la Grèce et puis la Turquie en fait. La Grèce, la Turquie, la Bulgarie, tout ce qui appartenait à l'ancien empire ottoman. Je voulais juste dire que cette langue n'était pas apprise à l'école, elle était apprise à l'intérieur des familles. C'est une langue qui est partie donc avec l'expulsion, mais elle s'est transmise de génération en génération, essentiellement donc vers la Grèce, la Turquie et d'autres pays. Et elle se transmettait également à travers des chansons. Et de mère en fille, essentiellement, elles ont transmis de mère en fille. Et bien sûr, les autres entendaient, les hommes entendaient, les garçons entendaient. Mais elles ont transmis ce que j'appelle un véritable trésor. Voilà. Alors, Judesmo, Spagnolite, Didio,
Tetuani, Ketiva ou tout simplement Espagnol. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les différents noms donnés à cette langue et les lieux où elle était parlée ? Oui, il y a différents... Oui, effectivement. Donc, par exemple, il y a plusieurs mots qui rejoignent le judéo-espagnol qui était de Grèce, de Turquie, etc. Donc, oui, effectivement, il parlait de espagnolico, de judesmo, des judéo-espagnols, des judéo-espagnols. Et voilà. Par contre, pour l'Afrique du Nord, il y avait le Tetuani, éventuellement. Il y avait aussi le Haketi, d'autres régions, etc. Mais peut-être qu'Alain pourra compléter tout cela, éventuellement, si... Alors justement, Alain de Toledo, le ladino, est-ce que c'est une langue ou c'est un dialecte ? Je disais, c'est un petit peu complexe. Mais avant d'aborder ce sujet, si vous le permettez, je vais dire 2 mots sur la Turquie, parce que je reviens d'un voyage à Istanbul pour les commémorations du 27 janvier. Et juste après, il y a eu cette grande catastrophe du tremblement de terre. Et donc, on pense beaucoup à nos amis turcs qui vivent une grande catastrophe actuellement. On pense à eux. Voilà, je reviens sur la langue. Alors, effectivement, il y a 2 grands ensembles. La Kéti en Afrique du Nord. Pour le dire un peu vite, ce sont donc ceux qui ont été en Afrique du Nord et qui ont conservé la langue espagnole, mais ce n'est pas la majorité. La majorité s'est mise à l'arabe, au judéo-arabe. C'est donc une petite minorité qui a gardé cette langue et qui s'est mélangée un petit peu avec l'arabe. De l'autre côté, dans l'Empire ottoman, là, l'espagnol s'est mélangé plutôt avec le turc, avec le grec, enfin avec les langues des pays concernés. Et donc, il y a évidemment beaucoup de similitudes, mais il y a quelques petites différences. Alors, l'autre problème, effectivement, comme vous l'avez signalé, c'est quel nom on donne à cette langue. Non, est-ce que c'est une langue ou un dialecte, Bonne question. Alors, bon, ça, disons que les chercheurs vont répondre à la question. Les linguistes disent que c'est une langue. Bon, voilà. Voilà. Alors, on va revenir au mémorial des judéo-espagnols déportés de France. Juste, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la nomination de cette langue. Parce qu'il y a une mode qui est née dans les années 70 et qui perdure. Et disons que dans le langage courant, c'est passé d'appeler la langue ladino. Scientifiquement, c'est tout à fait autre chose. Le ladino est né en Espagne de la mise en place de mots espagnols sur des textes hébreux. C'est une langue de transcription, si vous voulez. Et donc, qui est encore utilisée pour les textes liturgiques, mais qui ne peut pas se parler. C'est comme si vous mettiez sur l'anglais des mots français mot à mot, ça donnerait un charabia. Mais il y a une note qui désigne ça. Nous, on préfère parler de judéo-espagnol, comme ça les choses sont claires. Alors, vous parlez du mémorial. C'est un travail qui a été fait. Je peux le présenter à l'écran éventuellement. Alors justement, qu'est-ce que vous entendez par mémorial ? Alors, donc il y a toute une équipe, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui s'est mise à étudier la question de la déportation des judéo-espagnols de France. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on parle de déportation, vu la masse, si je puis dire, on pense tout de suite aux Ashkénazes. Et les judéo-espagnols sont un petit peu oubliés. Il n'y avait pas d'études, et même les judéo-espagnols eux-mêmes, ceux qui ont été déportés dans leur famille, bien sûr le savaient,
les amis qui étaient déportés, ils le savaient. Mais au point de vue de la communauté, qu'est-ce qui s'était passé? Personne ne le savait exactement. Donc voilà, on a réuni des chercheurs, des bénévoles, et on a écrit cet ouvrage un petit peu épais, hein, puisqu'il y a plus de 700 pages, qui a toute une partie historique sur justement comment les judéo-espagnols sont arrivés dans l'Empire ottoman, comment ils y ont vécu, comment à la fin du 19e, début du 20e, ils sont venus en France, et comment s'est passée la guerre. Alain Toledo, vous avez coordonné l'édition du mémorial des judéo-espagnols déportés de France. Comment vous avez procédé pour rencontrer les bonnes personnes, recueillir les informations, les noms, la parole, les histoires? C'est quelque chose qui n'a pas dû être très facile quand même, il fallait retrouver les personnes. Absolument, absolument. Et donc, comme je disais, c'est un travail de 10 ans. Hein, on s'y est mis. Chaque personne rencontrée, eh bien, nous donnait des adresses ensuite de 2 ou 3 autres personnes, et comme ça, on a recueilli près d'une centaine de témoignages. Ensuite, on a travaillé sur les archives. Il y a un certain nombre d'historiens dans l'équipe, et donc ils ont fouillé les archives. Et évidemment, il y a les archives du mémorial, il y a les archives de Serge Klarsfeld. On a utilisé tout ça. Alors mes invités aujourd'hui, Linda Luz, présidente de l'association Al-Lin-Andalouse, et Alain de Toledo, qui a coordonné la publication du mémorial des judéo-espagnols déportés de France. Alain de Toledo, investigation, écoute, transcription, réunir et choisir des documents, photos, archives personnelles, tout cela, ça prend du temps et bien sûr, ça n'est pas gratuit. Alors même si vous avez travaillé, vous l'avez dit, avec des bénévoles, comment et par qui vous avez été aidé dans votre projet ? Alors, il faut dire que c'est un projet qui a été soutenu par le Mémorial de la Shoah de Paris et également par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et avec l'aide de Serge Klarsfeld qui, c'est pas la peine de le rappeler, il est universellement connu, nous a ouvert ses portes et nous a aidés de toutes ses forces. Alors Serge Klarsfeld justement et Beat Klarsfeld publient en 1978 le mémorial de la déportation des Juifs de France qui dresse la liste des Juifs déportés depuis la France, morts dans les camps d'internement ou exécutés en France au cours de l'occupation de 1940 à 1944. Alain Toledo, par rapport à cet ouvrage, quelle est la spécificité propre des Juifs judéo-espagnols déportés que vous voulez mettre en exergue? Oui, alors il y a plusieurs spécificités. La première, on va dire, c'est qu'ils avaient, par rapport aux Ashkénazes, une intégration tout à fait différente, dans la mesure où, dans l'Empire ottoman, il y avait les écoles de l'Alliance israélite universelle, ainsi que d'autres écoles françaises, ce qui fait que quand ils sont arrivés en France, ils parlaient parfaitement français et donc c'était beaucoup plus facile pour se fondre un petit peu dans la masse. La deuxième spécificité, c'est que certains d'entre eux, dont ma famille par exemple, avaient des passeports de pays qui étaient neutres. Alors ma famille c'était espagnol, d'autres c'était turc, dans une petite mesure, hein, parce que malheureusement tous n'ont pas pu être sauvés, mais dans une petite mesure, certains ont été protégés grâce à leur nationalité. L'autre spécificité, mais là, dans un sens négatif cette fois-ci, c'est que quand ils ont été déportés, qu'ils se sont retrouvés à Auschwitz, eh bien, ils ne parlaient pas allemand pour la plupart, et donc, comme les ordres étaient donnés en allemand, par rapport aux Ashkénazes qui parlaient plus ou moins le yiddish, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait. Et donc, c'était une faute qui pouvait avoir des conséquences très graves. Et dans cette question-là, ils ont eu même parfois du mal à se faire reconnaître comme juifs. Parce que
pour les Ashkénazes, être juif, c'était parler yiddish. Ah, vous ne parlez pas yiddish, vous n'êtes pas juif. Donc voilà quelques petites spécificités qui ont fait que ça nous a donné envie de poser cette question. Après la débâcle de 1940, en juillet, Pétain établissait son gouvernement à Vichy. Le mois suivant, premier signe d'anxiété pour les Juifs, avec l'attaque de nombreux commerces. La propagande antisémite était en route. Les réseaux de clandestinité se sont organisés, les Juifs de France y ont participé. J'ai lu au détour des éléments que Linda Luz m'a envoyés que l'on retrouvait des Juifs judéo-espagnols dans la résistance. Alain Toledo, vous confirmez ? Oui, alors ça, c'est effectivement un chapitre du livre qui est très important parce que, en général, on ne sait pas très bien qu'il y a eu des séparades de déportés. On rencontre encore des gens qui disent « Ah bon, il y avait des séparades à Auschwitz ». Bon, c'est comme ça. Mais enfin, disons que la majorité des personnes le savent un petit peu. En revanche, qu'il y avait des judéo-espagnols dans la résistance, alors là, c'était une page blanche. On n'en parle pratiquement pas. Et même une historienne reconnue comme Annette Bievourka, dans ses livres, on trouve un ou deux résistants judéo-espagnols, alors que nous en avions trouvé des dizaines et des dizaines. Il faut savoir, la grande différence, c'est que du côté ashkénaze, il y avait déjà une certaine habitude de la clandestinité, de la lutte en Pologne déjà et dans d'autres lieux, ce qui n'était pas trop le cas des judéo-espagnols, ce qui fait que quand ils sont rentrés dans des mouvements, ils sont rentrés dans des mouvements divers et pas dans des mouvements judéo-espagnols en tant que tels. Voilà. Alors dernièrement, Alain Toledo, vous avez aussi entrepris une démarche auprès de la mairie de Paris pour faire reconnaître le rôle des Juifs judéo-espagnols engagés dans la 2e DB ayant participé à la libération de Paris. Un commentaire là-dessus? Oui, c'est quelque chose là aussi qui n'est pas su. Par exemple, je vais peut-être dire des choses qui sont connues par certains, mais peut-être que d'autres ne le connaissent pas. Quand la révolte a eu lieu à Paris, le général de Gaulle a dit à Leclerc « foncez sur Paris ». Et Leclerc lui a répondu « mais mon général, je n'ai plus que 2 sections espagnoles, les républicains espagnols, et la section s'appelait la Nueve ». Donc ils ont foncé sur Paris, ce sont les républicains espagnols qui sont arrivés les premiers. Le lendemain, il y a un journaliste qui vient interviewer les soldats, et il demande à quelqu'un, alors, vous êtes espagnol, vous êtes de Barcelone, de Madrid, de Valence, etc. Et le soldat lui répond, non, je suis d'Istanbul. Voilà, c'est un peu cocasse. Mais c'est les judéo-espagnols qui auraient sauvé Paris, en fait. Il y en avait un, hein, bon. Mais, encore une fois, vous savez, les minorités passent toujours sous le radar, comme on dit aujourd'hui. L'écriture, la mise en forme, la gestation de votre ouvrage a duré 7 ans, de 2009 à 2016. Alain Toledo, est-ce que vous avez eu des périodes de découragement pendant ces 7 ans? Et est-ce que vous avez mené des actions afin de promouvoir l'ouvrage et réaliser des préventes de votre ouvrage? Alors, le 2016, c'était pas la sortie de l'ouvrage, c'était la sortie espérée. Et donc, on a fait effectivement à Paris une grande réunion. Il y avait 700 personnes, ce qui est un petit peu extraordinaire dans le milieu judéo-espagnol, qui, comme je l'ai dit, est très dispersé. Et ça a été la promotion, il y a eu des souscriptions, etc. L'ouvrage est sorti en 2019. Et donc, depuis, on fait des conférences, on fait un petit tour de France, on a été à Marseille, à Bordeaux, etc. On va aller à Lyon prochainement. Et j'espère qu'on ira aussi dans le sud pour faire connaître l'ouvrage. Pourquoi pas? Dites-moi, est-ce que votre ouvrage correspond au projet qui a été défini au départ et de ce qu'il est devenu? Est-ce que il y a une phase entre les deux, une différence? Alors, tout à fait, oui. Ne serait-ce que
du nombre de pages. On avait prévu 250, on est arrivé à presque 750. Effectivement, on a voulu rajouter certains chapitres, notamment le chapitre sur la résistance. On a mis des témoignages, on a un témoignage en judéo-espagnol, que cette langue ressorte un petit peu, qu'on la connaisse. Donc effectivement, le projet s'est enrichi au fur et à mesure de son élaboration. Alors justement, avec l'édition du Mémorial des Juifs judéo-espagnols déportés de France, je présume que le but est de faire connaître une page sous-estimée de l'histoire et de la communiquer donc autour de nous. Alain Toledo, quels ont été ou quels sont les futurs moyens que vous allez employer, je sais pas, de diffusion, conférences, débats, et que vous avez envisagé de créer? Oui, alors ce sont essentiellement les conférences. Et puis, heureusement, les journalistes comme vous, c'est très curieux. Cette semaine, j'ai eu, en dehors de vous, 2 autres contacts avec des journalistes. Et donc, voilà. Alors, si vous voulez, la difficulté, c'est que dans le milieu judéo-espagnol, on a des bons contacts et on commence à être reconnu. Mais on aimerait que ce soit aussi connu, d'une part, des autres juifs. Et puis, c'est aussi une histoire de France. Ça concerne l'histoire de France. Et donc, c'est bien aussi si des personnes non juives connaissent cette histoire, qui est l'histoire d'une période difficile pour la France. Lynn Dalouse, pour terminer cette émission, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de personnel? Oui. En fait, on s'est rapproché avec Alain de Toledo parce que de mon côté aussi, j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire des judéo-espagnols et en collaboration avec une dame qui est originaire de Salonique, juive, judéo-espagnole, Annette Cabelli, qui est décédée il y a 2 ans maintenant, et on a fait beaucoup de témoignages, notamment en Espagne, grâce au Centre Séfarade d'Israël de Madrid, des semaines, à chaque fois une semaine de témoignages pendant 5 ans. C'était très éprouvant, et en même temps, c'était quelque chose de reconstituant, en fait. C'est bizarre, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, je suis reconnaissante à toutes ces personnes, à elles d'abord, car grâce à elle, j'ai appris davantage de la culture judéo-espagnole, avec d'autres amis, comme des amis qui sont à Paris, comme Edmond Cohen et Vidal Sefirak, etc., et Alain et d'autres, et bien d'autres. J'ai appris à mieux prononcer mes chansons, en fait, puisque je parlais l'espagnol jalis, comme ils disent, et là, j'ai amélioré mon espagnol doudaisement, on pourrait dire. Je recevais ce matin, grâce au logiciel Zoom, en direct de Nice, Lynn Dalouse, chanteuse séfarade, présidente de l'association Al-Ilandalouz pour la diffusion de la langue et de la culture judéo-espagnole, à l'origine de cette émission, et en triplex de Paris, Alain de Toledo, président de l'association Nuestros Desaparecidos, qui a coordonné, ce qui veut dire donc nos disparus, qui a coordonné la publication de l'ouvrage Mémorial des judéo-espagnols déportés de France. Alain de Toledo, juste comme ça, la dernière question, comment on peut se procurer cet ouvrage? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site de notre association, muestros-desaparecidos.org, et donc là, il se commande, l'ouvrage coûte 29 €. Il y a les frais d'envoi, car il fait presque 3 kilos, donc les frais de poste sont un petit peu importants, enfin 9 € de frais. Et voilà, en 2 jours, il arrive grâce à la poste. Merci à tous les deux pour votre travail qui, j'espère, sera hautement récompensé par la diffusion et l'intérêt que le public et les historiens porteront à ce recueil de transmission de la mémoire. Merci à vous. Merci beaucoup.